Bonjour. Dimanche 14 septembre 2025, une voix qui est devenue un patrimoine national, sinon même international, vous parle. assemblée bi def noonu. nee na su ko defee assemblée bi mel noonu. bu kenn andil Abdoul Aziz Ndaw lu dul dëgg. waaye ku dem ca kanam président Abdoul Aziz Ndaw bu fa liir projet bu dul dëgg. su ñu leen présenté lu ngeen war a wote na ngeen ko seet. waaye bu ñu nee tee wote leen nangam seet leen ko seetantal ko. lan lay jural Abdou Diouf ci digganteem ak peuple yi. waaye lii bu ñu ko wotee moos lu muy jur ci diggante Abdou Diouf ak njaboot gi. ak lu mu leen di jural amaam Allah yéen nag. ak lu mu leen di jural ca kanam yàlla bu ngeen tee. Voilà, un souvenir, que dirais-je, mémorable, une voix incomparable, une autorité naturelle, mais en même temps aussi un chef religieux qui a marqué son époque, mais qui a marqué aussi les esprits et qui a marqué également les générations. Eh bien, en ce 14 septembre, nous pensons à lui, nous pensons aussi à son œuvre, qui est une œuvre d'inspiration pour l'ensemble des générations. Monsieur John, bonjour. Bonjour Mamadou. Nous avons écouté ensemble cette voix avec beaucoup d'émotion. Qu'est-ce que ça à quoi ça vous renvoie, surtout quand il s'adresse justement aux députés, aux parlementaires dont vous êtes? Je vous remercie Mamadou de m'avoir invité à cette belle émission du Jury du dimanche pour parler de la situation du pays. Et je suis heureux que vous ayez ouvert ce débat par des propos qui résonnent encore dans la tête de beaucoup de Sénégalais. En ce 14 septembre, je prie pour le repos de l'âme de cet éminent chef religieux, un guide remarquable. Je me rappelle le 14 septembre 1997, j'étais encore étudiant à l'université Cheikh Anta Diop. Le ciel, on s'est réveillé ce matin, le ciel était le jour de son décès, avec une caractéristique particulière, ce qui annonçait le départ d'un grand jour. Donc c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à cet homme, de rendre hommage à toute la communauté musulmane du Sénégal et du monde entier qui vient de célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc prier pour le repos de son âme et également que sa lumière puisse continuer à jaillir sur le Sénégal qu'il a toujours chéri, qu'il a toujours aimé. Effectivement, je me rappelle plus de ces propos parce qu'ils sont d'actualité, surtout pour nous parlementaires, parce qu'il s'adressait aux députés quand il parlait de projets de loi qu'on devrait présenter et que à chaque fois bu ñu leen indilee loo xam ne njëriñu askan wi la seet leen ci yàlla. Je pense que ça doit résonner tous les jours quand on rentre dans l'hémicycle, quand on doit prendre la parole, quand on doit voter un projet, une proposition de loi. C'est ce que j'attends de tous les députés et je rends grâce à Dieu. Pendant les 7 mois que j'ai participé aux sessions de l'Assemblée nationale et ce mois où il y a des sessions extraordinaires, je ne pense pas avoir voté pour ou contre un projet, une proposition de loi qui, à mon avis, n'est pas conforme à mes convictions et mes convictions qu'on doit voter pour le peuple sénégalais. Donc, je vous remercie de nous avoir rafraîchi la mémoire et pour ce grand homme qui a toujours inspiré la société sénégalaise et ses dirigeants, qu'ils soient de l'exécutif, qu'ils soient du pouvoir législatif, qu'ils soient du pouvoir judiciaire. Il a toujours prodigué des conseils très sages, se rappeler que nous sommes des croyants, se rappeler que nous sommes dépositaires de mandats, se rappeler qu'en fait nous sommes investis de missions au service du peuple sénégalais. C'est ce que je retiens de ce grand homme. Très bien. Donc, Mame Abdou est dans le cœur de tous les Sénégalais et de tous les Africains. Monsieur John, vous êtes un banquier. Pour revenir donc à notre émission, vous êtes un banquier qui taquine un peu de la politique, peut-être même beaucoup. Mais en même temps aussi, vous êtes maintenant un politique bardé de certitudes de banquier. Si bien que dans la finance, vous y avez évolué, mais la politique également, vous êtes en train d'y évoluer.
L'intérêt, en vous conviant à cette émission, c'est le double regard que vous pouvez promener sur la société sénégalaise. En votre qualité d'homme politique, maintenant plus madré, mais en même temps aussi de banquier qui a eu également à regarder autrement la société sénégalaise. Alors ce double regard vous permet sans doute d'avoir une perception assez nuancée ou peut-être même plus différente de la société sénégalaise. Comment vous regardez la société sénégalaise? Je vous remercie beaucoup, Mamadou. Cette question est tellement pertinente qu'on me l'a toujours posée, surtout dans le milieu professionnel où les gens me demandaient comment tu fais pour allier politique et métier de banque. Et le hasard a fait que je suis à peu près entré en politique et dans le milieu de la banque à quelques mois d'encablure. Quand j'ai terminé mes études universitaires et professionnelles, je suis mathématicien de formation. Oui. Ensuite, je me suis spécialisé en finance. Donc, ma première expérience, je l'ai fait dans un cabinet d'audit pour renforcer mes connaissances pratiques dans la finance, ce que j'avais appris. Et ça coïncidait justement avec les audits de la première alternance en 2000. Donc, j'étais expert comptable, enfin junior dans un cabinet. Après seulement une année, j'étais rentré en banque à la Société Générale. Donc, au même moment où je rentrais dans le cabinet, l'Alliance des Forces de Progrès venait d'être créée par le président Moussa Fagnas. C'est ça. Donc, en 1999, l'AFP a été créée, j'ai adhéré dans le parti. En 2000, j'ai commencé à travailler. Et en 2001, je suis rentré à la Générale. Donc, je disais que les collègues banquiers et confrères me posaient toujours la question, mais comment tu peux allier le métier de banque, qui est un métier assez discret, où les hommes sont souvent réservés, et la politique où les gens ont besoin d'être en public, d'être extravagants, de se faire connaître, alors que le banquier est naturellement discret. Je disais aux gens, si je n'étais pas politique, personne ne m'aurait vu ailleurs parce que je suis de nature très réservée, très discret. Et le métier de banque m'a permis de connaître beaucoup la société sénégalaise. Parce que tu rencontres des gens riches, tu rencontres des gens moins riches, des gens pauvres, mais qui ont tous envie de servir ce pays et qui ont besoin de l'accompagnement de la banque pour subvenir à leurs besoins. Mon expérience de 24 ans dans ce métier m'a permis d'appréhender les Sénégalais, leurs valeurs, leurs qualités et surtout leur savoir-faire. Les Sénégalais sont assez intelligents. Mais ça m'a permis également de découvrir qu'il y a des Sénégalais bons et des Sénégalais moins bons. Mais le rôle du banquier, ce n'est pas seulement analyser des états financiers, mais c'est de connaître la personne. Parce que quand quelqu'un vient te soumettre un projet, avant même de s'intéresser au projet, tu dois t'intéresser à la qualité de l'homme. Son parcours, son expérience professionnelle, sa moralité, ses origines. Ça te permet d'à peu près d'avoir déjà une idée de demain, quelle que soit l'issue de ce projet, j'ai en face de moi une bonne ou une mauvaise personne. Très bien. Et ça, je l'ai vraiment appris. Maintenant, le milieu de la politique, il est un peu particulier. C'est le milieu des masses, c'est le milieu du discours, c'est le milieu de la communication à outrance. Mais j'ai toujours essayé d'allier les deux. Quand je suis dans mon milieu professionnel, j'oublie que j'ai fait de la politique. J'ai été dans la première banque dans ce pays, le groupe Société Générale, qui travaillait beaucoup avec l'État du Sénégal. En 2001, l'AFP, qui avait accompagné le président Abdoulaye Wade, était sorti du gouvernement. J'étais jeune opposant dans une banque, la première banque du pays, naturellement, qui travaillait avec l'État. J'étais au courant de beaucoup de choses. Mais le président Moussa Fagnas m'a toujours appris qu'un homme d'État doit savoir garder des secrets d'État, des secrets professionnels. Et comme ces informations, je les détenais de par ma position professionnelle, je ne me devais pas de les utiliser, même si politiquement ça pouvait m'en profiter. J'ai toujours fait cette ligne de démarcation. Je travaillais comme un fou la semaine. Le week-end, je descendais sur le terrain politique à la base. Il m'arrivait le matin, quand je rentrais à la banque,
de m'écouter sur les ondes de Sud FM ou de Walfadjri. En ce moment, c'était les radios qui existaient. Et j'ai dit, tiens, si par hasard, j'arrivais en retard au bureau et que les gens entendent ma voix à la radio, le matin, ils diront que ce Michel-là, il a passé tout le week-end à faire la politique. Le lundi, il ne peut pas être au bureau. Donc, je m'arrangeais pour être parmi les premiers à la banque et le dernier à quitter. Alors, en examinant aussi votre parcours, je me suis attardé sur deux aspects qui sont assez importants selon moi, mais on va échanger là-dessus. La première particularité, c'est que vous avez un fief politique. Avez-vous perçu dès le départ que pour vous différencier, ou bien alors pour légitimer votre action politique, il faut avoir donc une base, un fief politique. Et la deuxième particularité aussi, c'est que vous n'avez milité que dans un seul parti. Alors que les hommes politiques sont connus pour les slaloms politiques qu'ils font tout au long de leur parcours politique. Ces deux particularités, vous les avez travaillées pour vous les forger, et c'est ça qui donne peut-être un peu une certaine singularité à votre dimension politique. Ces particularités sont dictées par les motifs de mon engagement politique. D'abord, la base politique, effectivement, je ne suis pas levé, je l'ai acquis, je l'ai construit. Quand je m'engageais en politique, je ne venais pas pour chercher du travail. J'ai travaillé dès que j'ai eu mes diplômes universitaires. Mais j'étais avec un groupe de jeunes cadres de ma génération. D'autres étaient des littéraires, des philosophes. J'étais le seul scientifique. Et nous avions très tôt compris que nous devrons nous investir dans le développement de notre terroir Ngoundiane. Et nous étions dans le mouvement associatif. La commune est composée de villages, mais dans chaque village, chacun de nous était originaire d'un village. On avait des associations villageoises. Ces associations ont joué un rôle extrêmement important dans la construction des premières salles de classe dans les écoles de nos différents villages. On organisait des soirées récréatives, on gagnait de l'argent et on venait à côté de la collectivité, à côté de partenaires comme Plan International pour donner des contreparties et nous aider à construire des salles de classe, des forages, des postes de santé. Et nous nous investions beaucoup également dans le mouvement associatif, dans le sport, dans les activités de vacances citoyennes en termes de nettoiement, de désherbage des écoles, des terrains de football. Mais arrivé un moment où on a senti que l'action, l'engagement citoyen a ses limites. Parce qu'en définitive, la décision finale était toujours prise par les politiques, les gens qui sont investis de la mission. Nous n'avons pas voulu le faire très tôt. Nous avons attendu pour l'essentiel d'avoir terminé nos études. Et à partir du moment où on était dans la vie active, on s'est dit, on a le temps. Aujourd'hui, on a un minimum de moyens de pouvoir se déplacer, d'aller voir les gens, les expliquer ce que nous avons. C'est à partir de ce moment que nous avons décidé de nous engager en politique. Donc notre engagement politique part de l'intérêt que nous avons pour notre terroir, qui est un terroir assez riche en termes de ressources minières, en termes de terres cultivables, d'élevage. L'équipe d'alors avait fait beaucoup d'efforts en termes d'augmentation de la carte scolaire, mais nous pensions que Ngoundiane méritait plus. C'est comme ça que mieux, c'est pour ça, à partir de ce moment que nous nous sommes engagés en politique, et ça coïncidait avec l'avènement du président Moustapha Niasse. Comme tout jeune étudiant universitaire, qui est un milieu révolutionnaire, nous étions tous d'accord qu'il fallait que le régime du Parti socialiste puisse en tout cas prendre fin et qu'on puisse arriver à une première alternance démocratique. Et le choix du président Moustapha Niasse était dicté par les qualités que nous connaissions de l'homme, un homme d'État, un homme de courage, un grand diplomate, quelqu'un également qui a du respect pour les différentes communautés sénégalaises, religieuses, musulmanes comme catholiques, un homme généreux. Et nous avions noté beaucoup de valeurs en la personne du président Moustapha Niasse. Et naturellement, le choix a été vite fait. C'est à partir de ce moment que nous avons choisi de militer à l'AFP, mais avec un ancrage local et des ambitions projetées dans l'avenir. Autant nous avions dit, nous allons travailler pour Ngoundiane, mais demain nous n'excluons pas d'avoir des ambitions au plus haut sommet. Parce que les gens qui dirigent les partis, les gens qui dirigent l'État, c'est des gens qui ont fait les mêmes universités. Si nous avons décidé d'aller en politique, ce n'est pas pour rester seulement en Ngoundiane, mais naturellement, Ngoundiane devait être la base. C'est ce qui a fait que
dès le départ, nous avons travaillé avec la jeunesse de Ngoundiane, avec les femmes de Ngoundiane, avec les vieux, et depuis lors, il y a vraiment une adhésion totale à notre projet. Et ce que nous sommes devenus en politique, la base que nous conservons, qui va maintenant au-delà de Ngoundiane, qui s'écrème dans tout le département et la région, aujourd'hui avec mes responsables, montre que pour un leader politique, c'est extrêmement important d'avoir une base. On va revenir un peu sur le choix donc, de l'Alliance comme parti, parce qu'il existait d'autres partis. Effectivement. Mais l'idée ici, c'est de voir dans quelle mesure vous avez pu d'abord trouver cet ancrage-là à Ngoundiane. Mais mieux, vous avez participé à des élections. Effectivement. Et il m'est revenu que la plupart de ces élections-là, vous avez été victorieux. Absolument. Comment avez-vous construit justement ces victoires pour asseoir votre notoriété dans ce fief et ensuite agréger tous les villages qui environnent Ngoundiane pour être encore quand même un pôle de visibilité justement de votre action politique? Oui, mais effectivement, avant d'être élu, parce que j'ai commencé à avoir une base très solide à partir de 2009. Quand j'étais élu pour la première fois président du conseil rural de Ngoundiane, qui est devenu maire. En ce moment, c'était la communauté rurale. Mais bien avant, j'ai été cadre très tôt, en 2000. Parce que quand je suis rentré dans la banque, j'ai fait juste 2 ans, j'étais devenu cadre fondé de pouvoir. Un cadre de banque, il a quand même un minimum de moyens. Tu as un moyen de locomotion, tu as un réseau relationnel. J'avais beaucoup d'amis. J'avais beaucoup d'amis avec qui je travaillais. Mais j'aidais beaucoup la jeunesse de Ngoundiane. Il m'arrivait souvent, je voyais des offres, je voyais des amis qui avaient besoin d'un chauffeur, qui avaient besoin d'un jeune qui est diplômé. Et je les recommandais naturellement aux jeunes de Ngoundiane. Les jeunes qui avaient les diplômes, beaucoup sont passés par moi pour avoir du travail. Les jeunes chauffeurs qui, en tout cas, constituent une corporation importante, je les ai mis en rapport avec beaucoup d'amis alors que je n'avais même pas encore de responsabilité. Le peu que je gagnais, j'organisais des tournois de football pour les jeunes. En son temps, il n'y en avait pas de navétane. C'est moi qui prenais de mon argent, on l'appelait le tournoi de l'AFP. J'organisais des combats de lutte. J'amenais des chaînes de télévision les couvrir. Ce qui est devenu rare, parce que même ici, dans les grands centres-villes, il y a des choses que les gens ne faisaient pas. Donc, j'aidais les femmes. Et les gens voyaient en ce jeune quelqu'un déjà qui prend ses moyens, qui investit dans la collectivité alors qu'il n'est même pas encore investi d'une mission de service public. Et c'est à partir de ce moment que les gens qui avaient également envie de changer au niveau local ont pensé que si on me confiait les rênes de la communauté rurale, mais naturellement, ce que la commune gagne, mais naturellement, ça va retourner à la commune. Et mieux, je vais être beaucoup plus à l'aise pour les accompagner. Donc, c'est à partir de ce moment que, en 2009, que j'ai commencé à gagner des élections, jusqu'aux dernières élections, naturellement, avec la défaite de Benno Bokk Yakaar. Jusqu'à cette période, je n'ai jamais perdu d'élection. Mais naturellement, les gens sont très reconnaissants de cet investissement personnel que j'ai fait sur mes moyens propres, avec mon salaire de banquier, avec les moyens que Dieu m'a gratifiés. Et quand je suis arrivé à la tête de la commune, naturellement, c'était vraiment le déclic. On a complètement transformé la commune de Ngoundiane Mamadou. Quand j'arrivais, la commune comptait à peu près 8 écoles élémentaires, un CM. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'écoles élémentaires. Le hameau le plus petit de la commune de Ngoundiane a son école. Il y a des hameaux même de Ngoundiane qui fonctionnent à partir des villages des communes environnantes. C'est-à-dire qu'il y a de gros villages des communes environnantes qui n'ont pas d'école. On construit un hameau en Ngoundiane pour les supporter. Quand je venais d'arriver, on avait 3 postes de santé, 100 ambulances. J'en ai 8, avec 7 ambulances, bien équipées, des infirmiers chefs de poste, des sages-femmes, 2 corbillards pour les décès. Quand je venais d'arriver, à part la route centrale qui traversait les carrières, le croisement pour aller aux carrières de Diag, il n'y avait pas de route bitumée ou de route latéritique à Ngoundiane. Le plus petit hameau de la commune de Ngoundiane, si tu vas, on a fait des voies de désenclavement. La question de l'électricité, 4 villages étaient électrifiés. Je fais partie des premières communes au Sénégal à avoir une couverture d'électricité à 100%. L'eau également. L'accompagnement aux étudiants. Quand j'étais étudiant, la mairie ne nous aidait pas. Aujourd'hui, les étudiants de Ngoundiane ont, depuis au moins 10 ans, un budget de 17 millions.
Partout où tu vas au Sénégal, dans les établissements du centre universitaire public, Ngoundiane a un logement pour ses étudiants. À son lot. À son logement pour les étudiants. Pour les étudiants de Ngoundiane. Donc, ils n'ont pas de problème. Oui. Quand il fait cet ensemble d'investissements, mais à chaque fois que les gens doivent choisir, ils n'ont pas vu quelqu'un qui fait et qui peut faire mieux que toi. Mais ils te redonnent de la confiance. C'est pourquoi, depuis 3 mandats, j'ai été maire de la commune de Ngoundiane. Je n'ai jamais gagné une élection municipale à moins de 65%. C'est-à-dire qu'il y a des maires qui sont élus à moins de 50%, mais moi j'ai toujours été élu à plus de 65%. Ça, c'est une adhésion des gens de Ngoundiane. Et naturellement, ça profite à Ngoundiane, et ça profite également à mon parti, parce que ça a écrémé dans les autres communes, des autres villages, des communes environnantes. Et naturellement, c'est comme ça que je me suis constitué une base au profit de mon ambition politique, mais au profit de l'Alliance des Forces de Progrès. Alors arrive maintenant votre engagement politique carrément, et vous nous voyez devant vous, en analysant donc l'échiquier politique, que l'Alliance des Forces de Progrès comme étant peut-être la prochaine étape. Effectivement. Qu'est-ce qui a provoqué le déclic chez vous pour que ce soit Moustapha Niasse la figure tutélaire de votre carrière politique? Ben effectivement, je disais en 1999, je venais de terminer mes études. Oui. Après l'université, j'ai fait un bachelor dans une école de commerce, l'ISM pour ne pas le nommer, où j'étais sorti major de ma promotion. Quand nous recevions nos diplômes, le Premier ministre Moustapha Niasse, Premier ministre du président Abdoulaye Wade, notre parrain, c'est le Premier ministre Michel Rocard, le Premier ministre français. Nous étions dans la salle du CICES, le Premier ministre Moustapha Niasse, qui avait beaucoup aidé l'Institut supérieur de management, ça je le tiens du président Amadou Diaw, que je salue au passage, était notre parrain. Et je venais d'adhérer dans son parti. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses qui le motivaient. Comme beaucoup de gens de notre génération, nous sortions fraîchement de l'université, nous pensions que le Sénégal méritait quand même un autre cap, une autre gouvernance après les 40 ans du régime socialiste. Auparavant, je n'étais ni syndicaliste, ni politique. Mais comme tout étudiant, on avait cette vision. La deuxième chose, je devais m'engager en politique, je devais faire un choix. Donc, naturellement, ce n'était pas le Parti socialiste. À son temps, il y avait le Parti démocratique sénégalais et les partis de gauche classiques. Mais à son temps, Moustapha Niasse avait fait l'unanimité dans notre groupe. Quand nous avons lu son appel du 16 juin, c'est la première des choses que nous avons cherché à voir. Qu'est-ce qui motive le choix de quitter le Parti socialiste? J'ai parcouru l'appel avec mes camarades. Nous pensons qu'il avait fini de faire le diagnostic de la situation de ce pays. Et avant lui, Djiboka aussi avait déjà quitté et lui aussi avait sa propre On avait analyse. discuté. J'avoue que quand Feu Djiboka a quitté le Parti socialiste, il a envoyé des gens, sont venus, des cadres de Ngoundiane, enfin des doyens de Ngoundiane sont venus nous dire nous voulions que vous veniez soutenir le Djiboka. Mais à son temps, c'était 1 an un peu avant, nous n'étions pas prêts. Nous n'étions vraiment pas prêts pour s'engager. Nous continuons la réflexion. Et la dimension que le président Moustapha Niasse dégageait pour nous différait de celle de Djiboka. Ils ont tous leur mérite. Mais nous nous retrouvions beaucoup plus C'est dans... des questions de choix aussi. Voilà, c'est des questions de choix. Nous nous retrouvons plus par rapport à la trajectoire du président Moustapha Niasse, tout en reconnaissant le mérite du ministre Djiboka, du ministre d'État Djiboka, qui a été le premier d'ailleurs à sonner le glas sur la chute du Parti socialiste. Mais véritablement, le contenu de l'appel du 16 juin, en termes de diagnostic, en termes de perspective de développement pour ce pays, mais également la personnalité du président Moustapha Niasse, était beaucoup pour notre choix d'aller au niveau de l'Alliance des Forces de Progrès, qui était à son temps un parti composé d'éminentes sommités intellectuels, universitaires, de diplomates, parce que naturellement, avec la position du président Moustapha Niasse, qui fut ministre des Affaires étrangères, beaucoup d'amis ambassadeurs étaient venus le soutenir. Les universitaires, à son temps, l'AFP regorgeait le plus grand nombre de cadres universitaires et de cadres de façon générale. Et tout ça avait motivé notre choix parce qu'on pensait que c'était une opportunité d'apprendre auprès des gens d'une génération antérieure, d'expériences beaucoup plus fortes que les nôtres. Et naturellement, nous ne l'avons pas regretté. Et c'est à partir de ce moment que nous avons choisi le parti et nous avions décidé de nous battre au sein de ce parti. Parce que, comme je l'ai dit à Ngoundiane auparavant,
même les députés, je n'ai rien contre lui, mais c'est le Christian Valentin qui était député de Ngoundiane, qui résidait même pas à Thiès. On a dit, si demain nous sommes élus, nous avons des responsabilités, nous allons nous battre pour que toutes les responsabilités politiques auxquelles un homme leader peut s'attendre soient dévolues à des fils de Ngoundiane. Et naturellement, ça, nous pouvons le faire que en nous battant dans la formation politique que nous avons choisie, l'AFP, faire partie des jeunes les plus dynamiques, les plus visibles. Et c'est pourquoi, quand je suis rentré, je ne me suis pas fait d'illusions. Les jeunes du parti, d'abord au niveau de Ngoundiane, à l'unanimité, m'ont dit, Mbaye, on te donne le flambeau, tu diriges les jeunes. Donc c'est ma première responsabilité politique, responsable des jeunes du parti à Ngoundiane. Et naturellement, chemin faisant, j'étais élu au niveau du département de Thiès, au niveau de la région. Et plus tard, au congrès, quand nous partions au premier congrès ordinaire de l'AFP en 2003, il y avait d'autres prétendants, mais nous pensions que c'était les jeunes qui devaient choisir le responsable des jeunes. Là-bas, la bataille était épique. On était beaucoup de jeunes. Certains étaient venus de France, d'autres étaient des jeunes comme moi ici à Dakar. Mais à l'arrivée, la majorité des jeunes du parti ont pensé que j'incarnais un profil assez mature, assez responsable et assez consensuel pour conduire la première équipe du mouvement national des jeunes. Et naturellement, j'ai eu l'opportunité, à partir de cette position, de côtoyer le président Moustapha Niasse, parce que le parti également, après le secrétaire général, il y avait le numéro 2, Fomayene Diouf, que j'ai pris pour le repos de son âme, la présidente Matassi Diallo qui était présidente, et moi, le responsable national des jeunes. Voilà le culture qui dirigeait, et ça me donnait l'opportunité, dans les réunions, dans les déplacements avec le président Moustapha Niasse, de le côtoyer, d'apprendre de lui ce que c'est que l'État, ce que c'est qu'un parti politique, comment un dirigeant doit se comporter. Et je sais qu'il m'a toujours encouragé, Momodou, à être un homme indépendant. Alors, financièrement, intellectuellement. Et véritablement, il m'a dit, pour être un homme politique, vraiment respectable et respecté, il faut avoir ton indépendance. Avoir un bon métier, avoir du travail, s'occuper de sa famille. Quand il parle en politique, on va t'écouter. Il nous a toujours encouragés et il ne cesserait jamais de le remercier pour ses conseils très sages. Alors, on fait une jonction. La vie étant un long fleuve tranquille, arrive une décision majeure donc de Moustapha Niasse qui décide de quitter donc la scène politique et donc de quitter aussi la tête de l'AFP. Que retenez-vous de lui, au-delà de la reconnaissance filiale presque qui vous lie, mais que retenez-vous de lui pour peut-être plus tard vous dire je peux assumer les responsabilités si la confiance m'est investie? Ben écoute, je retiens de cet homme beaucoup de qualités d'un père de famille, beaucoup de qualités d'un homme d'État, beaucoup de qualités d'un homme de foi, et beaucoup de qualités d'un homme juste et généreux. Ce que le président Moustapha Niasse a fait, beaucoup ne l'ont pas fait. Il y a des gens qui ont dirigé des partis et malheureusement, ça ne s'est pas aussi bien terminé que ce qu'il a fait. Parce qu'il pouvait encore rester à la tête de ce parti. Mais depuis plusieurs années, il a demandé au cadre du parti de préparer le congrès. Parce qu'il voulait quitter la direction du parti et rester militant simple. Les circonstances ont vu que le parti était au pouvoir, il y avait des intérêts de positionnement et tout. C'était beaucoup plus difficile d'organiser un congrès. Mais quand l'avènement de la troisième alternance est survenu en 2024, il a été vraiment catégorique. Dieu a fait que je pouvais quitter la scène beaucoup plus tôt, mais le président Macky Sall me vouait une confiance incommensurable. J'ai voulu l'accompagner. Il n'est plus au pouvoir. Je me sens aujourd'hui assez libre pour aujourd'hui passer le flambeau. Il est temps que le parti organise un congrès. C'est à partir de ce moment que les gens ont dit que le vie a décidé. Et à l'unanimité, les gens ont dit, écoute, on n'a plus le choix. Surtout qu'aujourd'hui, l'équipe qui dirige ce pays, c'est des gens de notre génération. C'est le moment de promouvoir les jeunes. Donc le congrès était adossé à un double intérêt, changer de direction,
mais rajeunir, parce qu'on pouvait changer et mettre quelqu'un qui n'est pas d'un âge oui, mais on devait changer, mais on devait rajeunir. Et quand il est arrivé l'heure du choix, mais naturellement, il y avait beaucoup de candidatures. Mais Dieu a fait que j'étais la candidate la plus consensuelle, à cause naturellement de la base politique dont vous avez fait référence tout à l'heure, à cause de mon engagement sincère, ma loyauté, ma fidélité au parti et au président Moustapha Niasse, parce que jamais j'étais pris à défaut. À chaque fois que je n'étais pas d'accord, j'avais la courtoisie et j'avais l'intelligence de pouvoir faire passer mon message sans blesser, que ce soit en public dans les réunions, que ce soit en privé, parce que j'avais quand même cette chance et je le remercie. À chaque fois que j'avais besoin du président Moustapha Niasse, il se marquait disponible pour moi. J'ai eu des différends avec le parti comme beaucoup d'autres. Je n'ai jamais bénéficié en termes de promotion pendant les 24 ans que l'AFP a fait pouvoir, les quelques mois qu'on a fait avec le président Abdoulaye Wade, les 12 ans qu'on a fait avec le président Macky Sall, je n'ai jamais eu à bénéficier d'une promotion professionnelle et je ne l'ai jamais demandé. Et ça ne vous a pas frustré non plus? Non, ça ne m'a jamais frustré. Je comprenais. Si le président Moustapha Niasse était président de la République, je pense que je n'aurais pas de problème pour avoir des responsabilités. Mais le président Moustapha Niasse était allié du président Macky Sall. Et les gens lui reprochaient, parce que le président Niasse ne demande pas. Il y a beaucoup de choses que le parti pouvait avoir en termes de responsabilité dans le gouvernement, dans le Parlement. Mais le président Moustapha Niasse ne demande pas. Et pour le mettre à l'aise, je ne voulais pas lui demander des choses qui vont me gêner. Et comme Dieu avait fait également que je me sentais professionnellement bien à l'aise dans mes fonctions professionnelles, j'ai dit je ne vais pas me bousculer pour des postes alors qu'il y a le Soutral Nama. Donc, Mamoudou, je n'ai jamais demandé. Et ça, c'est un critère déterminant. D'autres ont eu des postes de responsabilité. Et quand ces postes ont été retirés au profit d'autres camarades moins méritants, ils ont préféré quitter le parti. Alors moi, qui j'en ai jamais eu, je n'ai jamais quitté. À chaque fois qu'il fallait faire quelque chose pour le parti, j'étais le premier à le faire. Tout à fait. Quand aujourd'hui, il y a une base politique, tu es loyal vis-à-vis de ton leader et du parti et de ses orientations. Tu n'as jamais demandé, mais naturellement, au moment de choisir la personne en mesure de succéder au président Moustapha Niasse, mais naturellement, tu peux faire, à défaut de faire l'unanimité, un consensus très fort. C'est ce qui est arrivé et ça n'enlève à rien au mérite aux autres candidats qui ont pensé que je pouvais fédérer le parti. Et la preuve, quand nous avons fait ce congrès, il n'y a pas une seule voix discordante. C'était le congrès d'avril 2025. Du 26 avril 2025 à Ngordiarama, devant plus de 6000 délégués. Et le congrès présidé par le président Moustapha Niasse du début à la fin, pour montrer qu'il jouissait encore de ses facultés mentales, même si aujourd'hui il y a le poids de l'âge. Mais c'est lui qui a tenu ce congrès, un très beau congrès, devant les invités de la classe politique sénégalaise, devant des autorités religieuses, mais devant également les responsables du parti. Et c'était un grand jour pour l'AFP. Et ce jour-là, j'avais pris l'engagement de dire je ne ferai pas moins que le président Moustapha. Je n'ai ni sa dimension intellectuelle, ni sa dimension d'homme d'État, ni sa surface financière en termes de moyens, parce que Dieu l'a aidé. Même en dehors du gouvernement, le président Niasse avait ses activités privées dans des secteurs que vous connaissez. Mais je vais essayer de diriger le parti dans un contexte de modernisation, avec des gens de ma génération, avec beaucoup plus de conjugaison de nos efforts, mais également en le modernisant. Et surtout en allant vers le Sénégalais. D'abord, ceux qui sont dans le parti et qui étaient en veilleuse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais quitté le parti. Mais pour plusieurs raisons, ils pensaient que le parti n'avait plus d'ambition, parce qu'ils savaient que le président Moustapha Niasse ne peut plus être candidat à une présidentielle. Et tout parti ambitieux, sérieux, doit avoir envie de diriger ce pays. L'AFP n'a jamais cessé d'avoir cette ambition. Maintenant, les gens ne le voyaient plus. Parce que comme le président Moustapha Niasse était d'un âge assez, la Constitution ne lui permettait plus d'être candidat, il n'avait plus l'ambition. Les gens pensaient qu'il fallait renouveler, mettre un jeune. Aujourd'hui, à la tête de ce parti, il y a un jeune, même si je n'ai pas encore mes 35 ans, je pense relativement, je suis de la génération de ceux qui dirigent ce pays. Aujourd'hui,
l'AFP est le seul parti politique dans ce contexte de recomposition, en dehors du parti acte du président Abdou Mbaye, à tenir un congrès démocratique. Ce qui n'est pas le cas de la plupart. Ce qui n'est pas le cas de la plupart. Donc ça nous donne une légitimité que les autres n'ont pas. Demain, s'il y avait une élection présidentielle, je peux sans risque de me tromper dire que si l'AFP doit avoir un candidat, ce sera ma modeste personne, parce que c'est ce que les militants veulent. Donc beaucoup de militants sont en train de revenir. Ils étaient en veilleuse, mais il y a d'autres qui étaient partis dans d'autres formations politiques. Il y a des partis dissidents, mais il y a d'autres qui étaient partis, mais nous leur tendons la main, autant qu'ils sont. Parce que nous pensons que nous sommes tous de la famille de l'AFP, de la famille socialiste. Parce qu'au-delà de l'AFP, je pense que même que les socialistes doivent trouver des moyens pour s'organiser, pour demain que le pouvoir puisse revenir. Parce que ce qui s'est passé, les libéraux ont fait leurs 24 ans, le PASTEF est venu. Si nous ne nous organisons pas, c'est les libéraux vont le faire. Même si on a été leur allié pendant plusieurs années avec le président Macky Sall, mais j'aimerais que le prochain président de la République soit issu de la famille socialiste. Donc d'abord, j'ai une obligation de rassembler la famille progressiste, tous les fils et filles du président Moustapha Niasse. C'est ce que je suis en train de faire, d'ici et d'ailleurs, à Dakar, au Sénégal et dans la diaspora. Oui, une lourde tâche alors. Hein? Donc, mais je m'y mets. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile du tout. Parce que c'est ce que attendaient les gens. D'abord, ceux qui étaient encore dans le parti et qui étaient en veilleuse, on est en train de les faire bouger. Et eux-mêmes bougent. D'autres qui avaient quitté le parti pour aller dans d'autres formations politiques, dont celles issues des flancs du parti, de l'AFP, on en reçoit tous les jours. Et ils sont en train de revenir. Et je sais qu'ils sont en train de revenir avec beaucoup de plaisir. Mais naturellement, ne pas se limiter à ça. Aller au-delà des Sénégalais aujourd'hui qui pensent que aujourd'hui, la direction que le régime a prise n'est pas la bonne. Il faut s'organiser pour en venir à ça. Sur la lecture de cela, mais maintenant, vous êtes aux commandes de l'Alliance des forces de progrès. Absolument. Vous avez presque tous les leviers. Absolument. Mais vous n'avez pas le parapluie du président Niasse. Je pense qu'en quittant l'AFP, il vous laisse libre de votre mouvement et de vos manœuvres. Il n'est pas un souffleur derrière le rideau. Rassurez-vous, Mamadou, le président Moustapha Niasse est un démocrate. C'est un démocrate. Et pour vous rassurer, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, il pensait que je fais partie des profils les plus en mesure de diriger le parti. Mais il n'a jamais voulu imposer sa voix. Il m'a toujours dit, mais mettez-vous en cadre, discutez et trouvez la meilleure formule. Et Dieu l'a aidé. Parce que ce qu'il a voulu, c'est ce que voulait la majorité, l'écrasante majorité des militants du parti. C'est pourquoi quand le processus a été lancé, mais l'unanimité s'est vite construite autour de ma modeste personne. Et depuis qu'on a organisé ce congrès, le 26 avril 2025 à Ngor-Diarama, aucune décision de façon directe ou indirecte a été prise en dehors de moi et de mes collaborateurs. Bien au contraire, le président Moustapha Niasse aujourd'hui, par loyauté, par intelligence, nous avons juste des relations d'avis et de conseil. Quand je dois prendre une décision importante, je vais chez lui, on en discute, ou je prends le téléphone. Quand je fais mes activités, il arrive souvent que des Sénégalais soient nostalgiques de lui. J'en profite pour des fois le fatiguer et le passer. Parce que même si je suis à la tête de ce parti, personne ne peut dénier aujourd'hui que ce parti a été fondé et devenu ce qu'il est par le président. Mais dans le fonctionnement quotidien, le président Moustapha Niasse n'a plus un mot à dire. Bien au contraire, on est en train de s'organiser avec l'équipe pour avoir des structures assez fluides pour que les décisions soient beaucoup plus rapides. Mais véritablement, tout le monde à l'aise, mais vraiment un parapluie, bien au contraire. Je comprends fort bien. Voilà. Bon, il reste quand même un inspirateur. C'est un inspirateur, par loyauté, par devoir de reconnaissance. Au-delà même du président Moustapha Niasse, moi j'aime côtoyer les bonnes personnes. Hier, j'ai échangé avec lui. J'ai eu le plaisir de lui transmettre le bonjour d'une grande autorité de la communauté Lébou, à qui j'étais allé rendre visite. Mais il en était très heureux.
Et je ne vais pas m'arrêter parce que mag yàlla moo ko suturaal. Un patriarche qui a toujours à prendre à ses côtés. Oui. Et c'est pourquoi je suis heureux de pouvoir échanger avec lui. Et lui-même, il en a besoin parce que pour le moment, il ne fait que de la lecture. C'est quelqu'un qui aime beaucoup lire. J'aime lui offrir des livres, aller échanger avec lui. Et il te raconte des anecdotes avec le président Senghor. Très croustillantes avec le président Senghor, avec le président Abdoulaye Wade, avec le président Macky Sall. Et également apprendre de lui parce que toutes les occasions sont bonnes pour te donner quelques doigts et nous sommes en bon croyant. Vraiment, bien. Je ne peux que lui remercier. Dans vos propos précédents, vous avez un peu anticipé donc, pour évoquer un peu la famille politique, la famille socialiste plutôt. C'est vrai, vous vous reconnaissez toujours comme socialiste parce que c'est quand même votre doctrine de départ. Mais la famille socialiste, elle est un peu éclatée quand même. Il y a plusieurs formations. Et je pense que voilà, les héritiers putatifs donc, du socialisme, c'est le Parti socialiste. Et très récemment, les nouvelles qu'on en a ne sont pas très réjouissantes. Autrement dit, la famille a éclaté, mais est-ce qu'il est possible et même facile de regrouper l'ensemble des démembrements de la famille socialiste? Ben, ça dépend du type de regroupement dont on veut. Quand je parle de regrouper la famille socialiste, ce n'est pas dans un bloc unitaire. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour prier pour que le Parti socialiste, qui est quand même la famille originelle de tous les socialistes de ce pays, puisse retrouver l'unité. C'est le parti quand même, avec le président Senghor, qui ont construit cet État, qu'on le veuille ou non. Si on a une alternance démocratique en 2000, c'est parce qu'il y avait des hommes d'État. Et cet État a été construit par le Parti socialiste. Si aujourd'hui, le Sénégal est respecté au niveau des institutions internationales, malheureusement, on est en train d'en perdre beaucoup, des postes de responsabilité. On le doit quand même au leadership du président Senghor, du président Abdou Diouf. Aujourd'hui, ce PS-là a des difficultés. Oui. Je prie vivement que la sérénité revienne. Mais surtout, je lance un appel pour que la direction de ce parti soit confiée à des jeunes de notre génération. Et c'est valable pour les autres formations politiques issues des flancs du Parti socialiste. C'est à partir de ce moment seulement que nous serons beaucoup plus à l'aise pour parler de regroupement. En termes de coalition, en termes d'alternative à ce qui se fait. Je ne dirais pas de laisser les ambitions, de faire au moins parti, ça n'a pas de sens. Parce que les gens de l'AFP ne l'accepteront pas, les gens du PS. Mais si tous les partis créent une alternance interne, s'organisent, retrouvent de la vitalité, mais naturellement pour se retrouver autour des cadres, avec des convergences, avec les autres partis de gauche, mais naturellement ça va être très facile. Donc c'est sous cet angle que je le vois. Et moi, j'ai un rôle important à jouer et je vais m'y avertir. Parce que j'ai une légitimité qu'aucun n'a aujourd'hui. Il y a de bonnes volontés au niveau du Parti socialiste, mais aujourd'hui, ils n'ont pas la légitimité. La secrétaire générale, aujourd'hui, je pense que c'est une question de temps, elle n'a plus une santé qui lui permet, j'ai pris pour elle, notre tante Aminata Mbengue Ndiaye. C'est valable également pour les autres partis de Robert Sagna, de Fodji Boka, avec notre grand frère Djegan Sen, de Souti Touré. Mais tous ces partis-là, je pense qu'ils doivent créer des conditions d'alternance où les jeunes vont prendre le pouvoir. Il appartiendra à ces jeunes-là maintenant de se retrouver pour créer des cadres qui permettront demain, à partir de l'évolution de ce monde, créer une nouvelle offre qui permettra en tout cas aux socialistes de pouvoir reprendre les rênes de ce pays. En tout cas, l'AFP n'attend personne. C'est ce que nous leur souhaitons. Nous souhaitons demain se retrouver avec eux, mais en attendant, nous nous organisons pour en tout cas être la locomotive et aider ce pays enfin à pouvoir restaurer en tout cas un état de droit et que le Sénégal puisse jouir encore de toute la crédibilité dont il n'a jamais dû perdre. Alors face à vous maintenant, il y a une nouvelle majorité à la suite justement de la perte du pouvoir de vos anciens alliés. Et donc, cette majorité, elle est incarnée justement par le PASTEF. Mais vous avez du fil à retordre. Vous avez du fil à retordre, je veux dire, autrement pour manifester votre opposition, mais en même temps aussi peut-être de structurer cette opposition-là et lui donner du contenu qui pourrait emporter la conviction ou l'adhésion justement des Sénégalais. Quel est le discours que vous pouvez tenir pour faire face donc à cette nouvelle majorité et ensuite pour peut-être convaincre les Sénégalais que le choix qui avait été fait en mars 2024 n'est plus le bon. La preuve, vous avez certainement des éléments à aligner.
Oui, malheureusement, les Sénégalais n'ont pas besoin d'être convaincus. C'est une situation qu'ils vivent tous les jours. Le Sénégal devient de plus en plus difficile, c'est la réalité, économiquement parlant. Tous les secteurs vitaux de l'économie sont presque en veilleuse. Certains sont complètement à l'arrêt. Et ça, notamment les BTP. Le BTP, le secteur des infrastructures, les collectivités territoriales. Tu as parlé du BTP. Je vais te rappeler que l'un des plus grands projets de l'ancien régime, c'était le projet de désenclavement, projet PSD, Programme spécial désenclavement. Mamoudou, c'est un projet de 500 milliards qui devait être financé par le gouvernement anglais, donc par une banque anglaise en accord avec le gouvernement anglais pour désenclaver des centaines de villages de ce pays. 2700 km de voiries et de routes bitumées partout au Sénégal. 50 000 emplois. Des centaines de PME sénégalaises avaient commencé à contracter des contrats pour réaliser des tronçons de route. Je peux citer le tronçon qui Tuaon passe à Diogo jusqu'aux ICS. Je peux citer la route qui quitte Ngaye Mekhe, qui passe par Médina Dakar, Pekes, Niakhène, jusqu'à Tilmaha. Je peux citer la route qui quitte Koul, toujours dans le département de Tuaon, passe par Babagara jusqu'à Toubatoul. Je peux citer la route qui quitte le village du président de la République, Ndiaganyao, qui passe par Ndiayen Sira jusqu'à Khombol, avec une bretelle sur Ngoundiane, y compris la départementale de Ngoundiane qui quitte le croisement. Donc j'ai cité juste ces axes-là. Je peux citer également la route Tasset-Tentoubab jusqu'à Ngekho. C'est un ensemble d'axes routiers qui devait être financé par ce programme. Et il y en a partout dans les 46 départements de ce pays. Vous voulez dire que c'est compromis maintenant? Ce projet est compromis alors que tout a démarré. Pourquoi? Parce que le bailleur aujourd'hui, à cause de la tension qui existe entre l'État du Sénégal et le FMI, ce bailleur a suspendu ses financements. Au moment où certaines entreprises avaient commencé, y compris même la voirie de Dakar, il y a beaucoup de pavages qui devaient être faits dans Dakar. Ça ne faisait pas de ce programme. Ce projet-là a arrêté. C'est 500 milliards. Donc, si vous allez sur ces chantiers, ils sont tous à l'arrêt. Il n'y a pas possibilité quand même de faire... Mais tout dépendra de l'ingéniosité du gouvernement, surtout de ses rapports avec le FMI. Ce n'est pas seulement ce projet qui est à l'arrêt. Vous allez dans les collectivités territoriales. Il y avait un programme qu'on appelait le PACASEN. C'était 130 milliards de francs CFA dans sa première phase. C'était avec la Banque mondiale. C'est un programme pour 124 agglomérations. C'est un programme que l'État du Sénégal avait fait avec le président Macky Sall pour booster les infrastructures dans les grandes agglomérations. 124. Il était même envisagé de faire un PACASEN rural pour les anciennes communes. Mais c'était pour les grandes villes. 130 milliards. Le programme avait bien démarré sur 3-4 ans. Toutes les communes urbaines ont eu à avoir des trucs. Il y avait une deuxième phase de 110 millions de dollars, à peu près 55 milliards. Donc globalement, le programme s'est allé sur un peu moins de 200 milliards de francs CFA. Figurez-vous, Mamadou, depuis 2 ans, aucune commune, aujourd'hui, sauf certaines qui avaient quelques retards dans leur projet de paiement, n'a pas reçu un seul franc. Donc les projets dans les communes sont à l'arrêt du PACASEN. Depuis plus de 18 mois que ce régime est arrivé. Ici, ajoute qu'au moment où je vous parle, les collectivités territoriales n'ont toujours pas reçu leur fonds de concours. Alors, décidément. Parce qu'en termes d'accompagnement, les communes reçoivent de l'État à partir des impôts qu'ils collectent. C'est leurs impôts qui sont collectés dans d'autres États, par exemple aux États-Unis. Les communes reçoivent 3 types d'impôts. L'impôt pour la ville, l'impôt pour l'État, la région. L'État, mais l'impôt pour le gouvernement fédéral. Les communes américaines, par exemple. Dans une petite commune, voilà, 3 types d'alimentation. Ici au Sénégal, c'est l'État qui collecte tout. Mais pour redistribuer ça, c'est sous forme de transfert.
on appelle le fonds de concours. C'est pour financer souvent le fonctionnement, les salaires, le carburant, les fournitures. Et les fonds d'équipement collectif territorial. Ça, c'est pour faire les investissements. Et en plus de cela, il y avait une cagnotte qu'on avait votée, qu'on appelle CEL, la contribution économique locale, qui était reversée également aux communes. Et les ristournes. Principalement, c'est les 4 types de ressources que les communes recevaient jusqu'à l'avènement du président Macky Sall. Mais à ce jour, les communes n'ont reçu que le fonds de dotation. Au même moment, tous les autres fonds ont baissé. L'État dit qu'il a augmenté de 5 milliards les fonds de concours, mais à l'arrivée, toutes les communes sénégalaises ont vu leurs fonds de concours baisser par rapport à l'année dernière. Donc, elles sont asphyxiées. Oui, quand dans un pays, les gouvernements, les programmes de l'État central sont bloqués, j'ai parlé du BTP, parce que c'est lui qui tire le développement. Quand le BTP marche, le transport marche, les cimenteries marchent, les basaltes marchent, les carrières de sable marchent, tout marche. Mais tous ces secteurs sont presque à l'agonie. Autrement dit, donc même la croissance peut-être aujourd'hui... La croissance est complètement... Donc, l'État central est bloqué. Oui. Les collectivités locales en termes de développement d'infrastructures sont bloquées. Certaines ne parviennent même plus à payer leur salaire. Le secteur privé, prenez la question de l'immobilier. Parce que les chantiers, ce n'est pas seulement le BTP, ce n'est pas les chantiers de l'État. Il y a des privés qui ont des projets. Certains ont des moyens financiers, d'autres passent par des banques. Mais pour faire un projet, il faut avoir des autorisations administratives. Dans toute la zone des Almadies, aéroports. Mais tous ces chantiers-là sont bloqués. Parce que les gens sont venus, ils ont fait un rapport qui est sur la table du Premier ministre. Aucune décision n'a été prise. Tu ne peux pas avoir d'autorisation de construire. D'autres avaient pris des crédits au niveau des banques. Le délai de construction est épuisé. Ils ne peuvent pas louer ces maisons et la banque est en train de prélever les trucs. Il y a des impayés. Aujourd'hui, les notaires qui sont en charge de la construction des garanties, de la construction des sociétés, mais ils sont bloqués. Le secteur bancaire a des difficultés. Oui, mais c'est vrai que vous faites le constat. Oui. Mais le politique que vous êtes, doublé également du banquier, peut-être vous pouvez amorcer quand même une réflexion, je veux dire, d'action en direction des pouvoirs publics, ne serait-ce que pour peut-être convaincre ceux qui ont votre oreille. Oui, mais en ma qualité de député à l'Assemblée nationale, quand le Premier ministre Ousmane Sonko est venu présenter sa déclaration de politique générale, quand il a fini de décliner les grandes masses des ressources financières sur lesquelles l'État devrait se baser pour financer l'économie, je faisais partie des gens qui sont intervenus. À ce jour, je lui avais posé 3 questions. Okay. En plénière ou en plénière. Okay. C'est quand il faisait sa déclaration. Oui, je vois. La première, je lui avais demandé qu'il nous dise où se trouve le compte de 1000 milliards. Oui. Il n'avait jamais répondu. La deuxième, je lui avais demandé de me confirmer quand est-ce qu'il va organiser les élections territoriales. Mais la plus importante pour moi, c'était de lui montrer que les sources de financement aujourd'hui sur lesquelles ils veulent se baser, c'est à partir des ressources de l'épargne des Sénégalais, du Sénégal et de la diaspora, n'ont pas assez conséquentes pour financer le gap. Et je l'avais dit, il ne faut pas prendre le risque de s'affranchir des bailleurs traditionnels le temps d'avoir une souveraineté financière et monétaire. Aujourd'hui, la principale difficulté que nous avons, Mamadou, elle est financière. Tant que le Sénégal ne réglera pas son problème avec le FMI, je ne parle même pas des financements du FMI, mais il y a d'autres bailleurs comme la banque anglaise là, comme la JICA, comme la BAD, sur certains programmes, ils ont tous bloqué parce qu'ils attendent le feu vert. Donc aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est de dire au gouvernement de revoir leur approche par rapport au financement. Et la preuve, quand on a, après sa déclaration, ils ont lancé le plan 2050. Ils ont fait un plan de redressement. Mais chaque plan avec une nouvelle orientation, mais pour l'essentiel, c'est basé soit sur l'épargne des Sénégalais qui n'existe pas encore, de la diaspora ou des Sénégalais d'ici, ou sur un surplus d'impôts qui finira par tuer l'impôt. Parce que si on veut imposer tout le monde à outrance, les sociétés de presse là qui ne gagnent plus rien, si tu veux leur payer des impôts, comment ils vont les payer? Et le harcèlement, c'est dans tous les secteurs. Donc, pour moi, en tant qu'acteur politique, mais en tant que parlementaire, c'est de dire au gouvernement de faire attention. Il faut négocier ce virage, retrouver des financements assez structurants pour financer le développement. Parce que pour le moment, les seuls crédits que nous avons au niveau
du système bancaire de l'Union, c'est pour financer le fonctionnement. Et là, je vais attirer l'attention du gouvernement parce qu'il y a quelques semaines, il y a beaucoup de directeurs généraux de banques qui ont été convoqués à la police. Ouais. Et c'est un mauvais signal ou... C'est un mauvais signal quand ça ne se justifie pas. Et malheureusement, ce que les gens ne savent pas, c'est que la corporation bancaire est très surveillée. Elle est très surveillée. Vous avez fait la banque. Chaque banque a 4 commissaires aux comptes, 2 titulaires et 2 suppléants. En plus des commissaires aux comptes, il y a la commission bancaire de l'UEMOA, la COBA, qui supervise ces banques. Donc, dans le cadre des investigations, il peut arriver pour des raisons qu'on convoque un dirigeant de banque, mais convoquer 6, 7, 8 DG de banque pour des opérations, il n'y a aucun DG de banque qui peut transférer des fonds publics sans ordonnateur. Donc, véritablement, si c'est juste pour faire des investigations, on n'a pas besoin de convoquer des DG. Ça donne une mauvaise impression et malheureusement, ça stigmatise, surtout pour les groupes étrangers. Je peux parler du groupe Société Générale, je veux parler du groupe Attijari Bank, je veux parler de la BID. Parce qu'il n'y a aucune filiale, aucune maison mère qui accepterait que son directeur général soit convoqué face des va-et-vient au niveau de la police. Et généralement, les gens qui les interrogent ne savent même pas la portée ou la nature des opérations bancaires. Le temps nous est un peu comprimé. Si j'aborde deux points, mais avec voilà, une rapidité dans les réponses. Le déclin industriel et le déclic agricole. Mais naturellement, on ne peut pas développer ce pays, Mamadou, si aujourd'hui ces 2 secteurs ne deviennent pas une priorité pour eux. La question de l'agriculture, tous les pays qui sont développés au monde, c'est surtout l'agriculture. En Occident surtout, aux États-Unis, la France, l'Espagne. Aujourd'hui, on a des milliers de terres arables. Mais malheureusement, toutes les politiques aujourd'hui qu'on a faites n'ont pas réussi aujourd'hui à ramener les jeunes dans le terroir. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures modernes pour que les jeunes puissent cultiver 24 heures sur 24. L'agriculture saisonnière n'a jamais réglé le problème. La question de l'industrie. Pourquoi aujourd'hui la balance commerciale de ce pays est déficitaire? Parce que nous importons tout de l'étranger, de la Chine, de la Turquie, des États-Unis, alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des projets industriels, mais l'électricité coûte excessivement cher, la douane coûte excessivement cher. Donc aujourd'hui, si on met la priorité sur le développement de l'agriculture, avec, j'encourage le ministre de l'Agriculture qui fait beaucoup d'annonces, et je prie vraiment pour qu'il ait les moyens de pouvoir satisfaire en tout cas ses ambitions pour une agriculture moderne. Voilà. Mais la seule façon aujourd'hui de booster l'économie, la croissance de ce pays, régler la question de l'emploi, arrêter la migration des jeunes, et c'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances aux 80 000 jeunes qui ont pourri, 80 000 jeunes dans les plages, à l'océan. C'est vrai qu'on a perdu 80 000 jeunes dans les émeutes, mais personne n'en parle, les 80 000 jeunes là qui sont morts encore en plage et qui voulaient fuir, et des jeunes qui avaient cru en ce régime. Donc, il est question de remettre l'agriculture moderne, faire des investissements assez structurants et de façon cartographiée, voir toutes les zones à fort potentiel agricole et créer les conditions pour que les jeunes retournent. L'autre volet, naturellement, c'est l'industrie et les secteurs vitaux, comme la pêche, mais également les nouvelles technologies, le tourisme. Quand il va sur les places sénégalaises, tu es gêné. Parce qu'il n'y a aucune politique aujourd'hui d'aménagement des plages pour que les touristes, la destination sénégalaise soit prise. Donc c'est un ensemble de questions sur lesquelles nous, à l'AFP, nous sommes en train de réfléchir. Et naturellement, c'est à partir du vécu que nous avons. J'ai eu la particularité, Mamadou, j'ai côtoyé tous les secteurs dans ma position de directeur général de banque. Dans le secteur d'IRI, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'industrie, dans le secteur du tourisme. Et j'ai cette vision globale que je suis en train de partager avec l'Alliance des cadres du parti, qui est une nouvelle structure qu'on est en train de réformer. Parce que c'est comme si on est en train de remettre en place toutes les structures du parti pour qu'ils soient des structures de réflexion, des structures d'action, pour animer le parti, pour faire une offre alternative basée sur notre vécu. Et naturellement, nous pensons que dans les prochaines années, l'AFP sera une véritable alternative à ce qui se passe dans ce pays.
Voilà, c'est fini, M. John. Le banquier, le politique était donc l'invité de jury du dimanche du 14 septembre. Nous le remercions bien vivement et à la technique, il y avait autour d'Abdoulaye Ndiaye toute une équipe qui l'a secondé. Merci, bon dimanche et à la semaine prochaine.